Bonjour Arthur Guérin-Bohéry. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes apnéiste professionnel depuis une dizaine d'années maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RMC. 5 fois champion du monde, de très nombreux records à votre actif. Et le dernier en date, c'était le mois dernier, au mois de mars, record de nage sous glace en apnée dynamique. Bon, d'abord, expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. L'apnée dynamique, c'est ce qu'on appelle, c'est communément, comment dirais-je, c'est l'apnée en distance à l'horizontale. Oui. Voilà. À contrario de la profondeur que tout le monde connaît, c'est aller chercher la plus longue distance à l'horizontale. Donc là, j'ai fait un record d'apnée dynamique sous glace. Donc j'ai été chercher la plus longue distance possible sous la glace, dans un lac gelé, parce que aller en profondeur, en réalité, sous la glace, ça n'a pas trop de sens. Et je trouve que symboliquement, l'engagement est plus fort à l'horizontale sous la glace plutôt qu'à la verticale. Il y a effectivement deux disciplines en fait en apnée. Il y a la verticale, l'horizontale. Pourquoi vous dites que c'est l'engagement le plus fort, le défi le plus risqué que vous ayez pris jusqu'à présent ? Parce que jusqu'à présent, j'avais l'habitude de faire mes records justement en bassin, en apnée dynamique ou en profondeur en mer, mais en profondeur en mer, moi, j'ai pas fait de record mondial, j'ai fait mes records perso. C'est-à-dire que je travaille sur 50, 60, 70 mètres, mais je vais pas plus loin. En revanche, j'ai des records du monde en apnée dynamique, plusieurs records du monde. Et en fait, sur ce record sous glace, la dominante risque, c'est en réalité que j'ai 50 cm de glace au-dessus de la tête. Exactement. Donc, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est facile. Oui, nous aussi, on fait des brasses dans la piscine, ça dure 25, 50 mètres, sauf que là, vous avez nagé 105 mètres et qu'au-dessus de votre tête en permanence, il y a la glace. Exactement. Alors ça, c'est la première composante risque. La deuxième composante risque, c'était vraiment le fait que c'était tout à fait expérimental au niveau médical, ce que je faisais là, parce que j'ai pas 1 million de tennismen qui sont passés sur une foulure du poignet avant moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc en fait, les risques de ce genre d'activité, d'apnée sous glace en l'occurrence, on les connaît pas vraiment, on sait pas comment les prévenir, on sait pas comment les traiter. Vous partez à l'aveugle, mais du coup, comment vous vous y préparez ? Beaucoup d'acclimatation au froid, beaucoup de travail en apnée, bien sûr, beaucoup de préparation physique aussi. Et voilà. Mais le principal, c'est vraiment l'acclimatation au froid. Ce qui était engagé en l'occurrence, là, c'était vraiment les réactions physiologiques des apnées très longues en eau très froide. L'eau très froide, ça allait, c'est un truc que je gère. Avec l'entraînement que j'ai fait en plus, j'arrivais à rester 15-20 minutes dans de l'eau à 2-3 degrés sans trop de problème. L'apnée, c'était pas un problème non plus, j'étais très entraîné. Par contre, l'apnée en eau très froide, c'était ça qui était risqué. Ça fait un peu plus d'1 mois maintenant. Quels souvenirs vous en gardez et même au-delà, quels souvenirs votre corps en garde-t-il ? Là, je suis dans une phase vraiment de récupération. Donc, c'est vraiment le corps et l'esprit récupèrent, les deux, parce que c'est un... Mais quand vous vous replongez, qu'est-ce qu'on ressent, à quoi on pense quand on est sous la glace ? Et 1 mois plus tard, qu'est-ce qui vous a marqué ? Quand on fait des grosses performances en apnée, c'est un petit peu comme dans tous les sports, la notion de plaisir n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que quand on fait le marathon des sables, la notion de plaisir n'existe que quand on a fini. Pendant, c'est horriblement dur. Quand on gravit un sommet à plus de 8000, sur le moment, c'est très très dur, on risque sa vie. Mais quand on est revenu au camp de base, c'est incroyable. Ou quand on est arrivé au sommet, on fait ça, quoi. Donc il y a vraiment cette notion d'accomplissement dans l'effort. Et en fait, le plaisir, entre guillemets, ne vient qu'après la performance. Que ce soit d'ailleurs en bassin, en profondeur. En profondeur, c'est un petit peu différent, il y a du plaisir. Mais que ce soit en bassin ou sous la glace, en l'occurrence, en apnée dynamique, sur le moment, quand on fait une grosse performance, c'est toujours très très difficile. Et en réalité, quand on est sous l'eau, en fait, on déconnecte complètement le cerveau de l'effort qu'on est en train de faire. C'est vraiment essayer de se détacher, de lâcher prise par rapport à la difficulté et de continuer coûte que coûte, malgré la difficulté qui est extrême. L'envie de respirer, le contact avec l'eau glacée, en l'occurrence, etc. Parce que là, le record, du coup, était sans combinaison. C'est ça aussi qui est voilà. Arthur Guérin-Bohéry, quand on vous écoute, on se dit il est complètement maso. Alors que vous êtes tourné vers l'apnée pour aller mieux. Oui, tout à fait. En fait, j'étais dans une vie parisienne, moi, qui ne me convenait pas. J'ai vécu toute ma vie à Paris, alors je suis un pur produit parisien, j'adore cette ville, mais il y a vraiment
un côté où j'étais dans quelque chose où je me réalisais pas, quoi. Voilà, j'ai fait des études d'ingénieur du son parce que musicien, puis je faisais de l'alimentaire, j'étais chauffeur de maître dans les grands hôtels, donc parce que passionné par les bagnoles, etc. Donc voilà, j'ai essayé de compiler un petit peu passion et job alimentaire, et en fait, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Et du coup, je me suis remis au sport à fond. Et tout de suite, ça a été l'apnée, parce que j'adorais ça depuis gamin, qu'il y avait tout un imaginaire qui allait avec, etc. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai découvert l'apnée à un niveau loisir, ça faisait beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup d'impact très vite, parce que c'est un sport-thérapie qui est vraiment très efficace pour tout ça. Donc très vite, ça m'a apporté beaucoup d'équilibre. Et ensuite, assez vite, en réalité, je suis rentré dans la compétition. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment faire une distinction entre sport-loisir et sport-compétition. C'est deux choses différentes. Quand on rentre dans la compétition, on est dans quelque chose qui est très gratifiant, parce qu'on se réalise, on réussit, mais il y a de la difficulté. Mais alors, pour chacun d'entre nous, l'apnée, on lutte contre l'anxiété, contre la dépression. Ça fait du bien aussi pour perdre du poids. C'est un anti-inflammatoire. Tout ça, vous l'écrivez, enfin, vous l'avez écrit dans votre livre publié à 5 ans, le bien-être sous l'eau. En quoi c'est un sport à 80% mental? Parce que ça aussi, vous l'écrivez. Bah, en fait, c'est un sport qui est principalement basé sur la capacité de relâchement. Voilà, c'est-à-dire que alors, il y a du physique, il y a de la technique, etc. Mais la condition première pour réussir à aller loin dans l'exercice très spécifique de dépassement de l'envie de respirer, qui est un réflexe de survie très ancré en nous, très primaire. Donc ça, c'est quand même une gymnastique mentale assez sioux, comme on dit. C'est assez particulier. Donc le meilleur moyen de dépasser ça, de réussir à accepter de dépasser ce réflexe de survie, c'est la capacité de relâchement et la force mentale. C'est de la force mentale à l'état pur, c'est du dépassement de soi au niveau mental. Voilà, c'est vraiment ça la clé. Le physique, l'entraînement en prépa physique, en technique de nage, etc. viendra après, pour peaufiner tout ça, effectivement, et gagner des mètres. Mais la base, c'est vraiment la force mentale. Donc pour celui qui veut s'y mettre là, demain, cet été, le premier conseil, c'est quoi? C'est d'y aller par étapes, tranquillement? Premier conseil, c'est de se rapprocher d'un club déjà, de jamais pratiquer seul. Ça, c'est la règle numéro 1. Si on veut éliminer 90% des risques en apnée, la première règle, c'est de ne pas pratiquer seul. De se faire surveiller par quelqu'un qui est formé pour détecter les problèmes éventuels qu'il peut y avoir en apnée et intervenir sur les problèmes éventuels qu'il peut y avoir en apnée. Donc c'est là, il faut se faire surveiller par quelqu'un de formé. Donc il faut se rapprocher d'un club. Ça, c'est la première chose. Même dans sa piscine en vacances l'été, même voilà. Le seul endroit où on peut faire de l'apnée seul, c'est dans son lit, dans son canapé. Point barre. À partir du moment où on est dans l'eau, il faut être encadré par des gens qui sont formés pour ça. Donc se rapprocher d'un club, et ensuite, une fois qu'on commence, être dans l'écoute de ses coachs, apprendre à respirer, apprendre à être à l'aise dans l'eau, à profiter du silence, de la pesanteur, du contact avec l'élément, essayer déjà d'explorer sa zone de confort avant d'être dans l'envie de respirer, puis de laisser l'envie de respirer venir petit à petit, essayer de voir ce que ça fait, et puis la dépasser par curiosité, puis aller de plus en plus loin. Il y a vraiment une différence entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. C'est deux choses différentes. Le besoin de respirer peut arriver beaucoup plus tard. Donc explorer cette zone est vraiment quelque chose de possible, et c'est ça qu'on fait quand on pratique l'apnée. Et on s'en prend de passion, encore une fois, à vous écouter. Vous vous sentez le mieux où? À la surface ou sous l'eau? Moi, j'adore être à la surface. C'est-à-dire, c'est comme un musicien, etc. Un musicien écoute rarement de la musique tout le temps. C'est-à-dire qu'il s'imprègne de la vie de tous les jours, des bruits, des conversations, des expériences, de l'apprentissage de la vie, etc. Et puis ensuite, il rentre chez lui, il écoute de la musique, éventuellement, il écrit et il joue. Et un écrivain, c'est pareil. Il n'est pas tout le temps en train d'écrire. Il vit, il accumule de l'expérience, puis ensuite, il rentre chez lui, puis il écrit. C'est pareil, moi en tout cas c'est pareil, c'est-à-dire que j'adore la vie de tous les jours, et puis me retrouver à l'entraînement pour justement me relaxer, me dépasser dans l'effort, etc. Et je pense qu'il y a un temps pour tout, et ça c'est très important. C'est vraiment très important de bien sectoriser tout ça, parce que sinon en fait on est tout le temps dans le même truc, et puis on profite plus, quoi. Quand vous n'êtes pas sous l'eau, vous y pensez quand même. Vous avez un projet de série documentaire sur les océans, où justement vous allez essayer de combiner vos deux facettes, c'est-à-dire le citadin qui n'aime pas être trop citadin et l'apnéiste. Il y a une dimension écologique, évidemment. Il y a une dimension écologique, bien sûr, parce que cette série documentaire que j'aimerais essayer de monter
est vraiment un tour du monde des océans en apnée. Donc je vais partir à la rencontre de la faune et de la flore, des gens aussi surtout qui vivent avec l'océan, essayer de comprendre un petit peu leurs problématiques écologiques et la manière qu'ils ont de la gérer. Tout ça avec des... Alors il y a aussi il y a une vision artistique là-dedans, parce que l'idée est d'essayer de faire de belles images aussi. Mais c'est vrai que le pitch de base de cette série documentaire que j'aimerais lancer, c'est vraiment d'aller à la rencontre des océans avec mes capacités extraordinaires, entre guillemets, d'apnéiste, mais quand même avec mon regard candide de citadin, parce que moi, j'ai pas fait le tour du monde 3 fois, comme mon camarade Guillaume Néry, par exemple, qui profite de toute cette expérience aujourd'hui et qui convertit tout ça dans des conférences, etc. Justement, moi, je fais beaucoup de conférences, par exemple, sur le dépassement de soi, la gestion du stress, la prise de risque. Mais quand on me demande de parler des océans et de la protection des océans, je refuse en général parce que il y a vraiment un souci de légitimité par rapport à ça. Je me sens pas légitime. Donc, j'ai envie d'aller me confronter à tout ça, d'aller découvrir tout ça, effectivement de faire ce tour du monde des océans, et comme ça ensuite éventuellement je pourrais ajouter cette carte-là à mon activité de conférencier et parler du désastre écologique que j'aurais constaté. Mais je ne l'ai pas encore constaté moi, donc j'ai envie d'aller me confronter à tout ça justement. Il y a une démarche authentiquement, je dirais, il y a une démarche tout à fait authentique d'ailleurs, je dirais derrière tout ça, qui est vraiment de découverte à l'état pur, pour justement ensuite avoir cette légitimité. C'est vraiment ça, et c'est pas que dans le pitch, hein, c'est la réalité aussi, c'est-à-dire que même si je suis 5 fois champion du monde d'apnée, que j'ai 8 records du monde, je me suis jamais retrouvé face à face avec un requin blanc ou avec une grande baleine. Enfin, j'ai vu des baleines, mais c'est arrivé très rarement, quoi. Voilà. Donc j'ai vraiment envie d'accumuler de l'expérience par rapport à ça pour pouvoir ensuite en parler et me rapprocher des océans, de la profondeur aussi que j'adore. Vous me demandiez tout à l'heure là où je préfère être. Là où je préfère être vraiment, c'est à 50 mètres de fond dans le Grand Bleu. C'est là où c'est le plus extraordinaire dans notre discipline, quoi. Merci Arthur Garimbaud-Héroux d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous.